Salut, on sort tout juste d'un live avec la communauté WP Chef dans la brigade des chefs du coup. On a accueilli Baptiste, on a parlé de Meta Ads et du coup on fait cette petite vidéo pour vous partager vraiment le 20-80, tout ce qu'on a appris et la complémentarité de nos métiers. Salut Baptiste, est-ce que tu peux te présenter? Salut Nicolas, merci pour l'invitation. Oui, je suis directeur marketing externalisé et média buyer depuis maintenant 10 ans. Et du coup, le sujet du jour c'était les Meta Ads. En gros, est-ce que un webmaster peut suivre les délires et les envies de son client? Peut-il se dire, bah oui, je vous ai fait un site, je vous fais un petit peu de référencement naturel, est-ce que je peux faire les pubs aussi, les méta-ads qui vont avec. Et en fait, on s'est confronté tout de suite à un sujet assez fort, c'est que nous, on est habitué en tant que webmaster à faire plutôt du travail intentionniste. On travaille les mots-clés. Les gens, ils sont ultra matures, ils recherchent quelque chose de précis, et le site arrive au dernier moment, la dernière étape de décision en marketing, et on est là. Et toi, tu nous dis, côté pub, c'est pas comme ça que ça marche. C'est ça? C'est ça. Je serais tenté de te dire dès le début, oui, il peut. Oui, il peut. Tout le monde peut faire, bien sûr, tester de faire de la publicité, de proposer un service annexe et complémentaire à ce qu'il propose déjà. Maintenant, la stratégie n'est pas la même. Comme tu le disais, toi, le travail va se faire sur une stratégie de mots-clés, sur une structure en particulier. Quand moi, je vais davantage essayer d'axer marketingment parlant des mots pour faire appel à de l'émotion et moins rentrer dans les détails de ce que la personne veut mettre en avant sur son site. Hmm. En gros, tu nous disais, toi, c'est le marketing de l'interruption, alors que nous, c'est l'intentionniste. Et donc, ça veut dire que la façon dont on travaille habituellement, nous, on peut faire une étude lexicale. On va voir quels sont les mots-clés qui sont recherchés sur Google. On les colle à une arborescence, on voit les volumes aussi, et tout ça, et on optimise. Toi, tu nous dis, non, non, le travail, il commence pas du tout par là, en réalité. On va pas regarder ce qui se passe dans des outils. Il faut revenir à l'essentiel du marketing. C'est ça. On part d'abord de ce fameux client cible, avatar, persona, on l'appelle comme on veut, et je pense qu'il faut partir de lui. Alors, si tant est bien sûr que le produit puisse être modifié par la personne, bien évidemment, mais quand un client va arriver avec un problème et qu'il veut générer par exemple des rendez-vous pour vendre tel ou tel produit, faut qu'on se base sur qui est cette personne qui est susceptible de l'acheter. Ses problèmes, ses enjeux, ses besoins et ses motivations profondes à l'acheter, c'est problématique puisque derrière, on vend pas ce produit, on vend une réponse à son problème. Et du coup, un grand exemple avec un client que tu as en ce moment, c'est les adoucisseurs d'eau. Moi, franchement, je fais mon étude lexicale, je fais en sorte de ranker sur adoucisseur d'eau et le nom du département ou un truc comme ça, et je suis visible et c'est parti. Toutes les personnes qui veulent un adoucisseur d'eau devraient me trouver. Et toi, en fait, tu me dis, bah, c'est pas ça mon travail. Oui, sans dénigrer bien sûr le tien, puisque dans tous les cas, les deux sont, bien évidemment, et les deux sont complémentaires. Sans un webmaster, moi je ne suis rien, c'est-à-dire que je ne touche pas moi à toute cette partie web, donc il faut que je compte sur vous pour justement avoir une page efficace. Par contre, mon travail préalable et pour la structure de cette page se fait pas de la même manière. Oui, je vais utiliser des mots-clés qui vont parler à l'avatar, mais je vais peut-être pas utiliser les mêmes, puisque des personnes qui vont taper sur Google par exemple pour remonter le fameux adoucisseur d'eau dans telle région avec telle spécificité, n'est pas la même personne, donc n'a pas le même niveau d'éveil et de conscience que la personne que je vais interrompre sur les réseaux avec ma publicité, qui elle a un niveau moindre, et je devrais donc faire preuve de persuasion, donc agir plus sur les émotions, tandis que toi tu vas devoir plus convaincre et agir sur la raison des personnes. Ouais, moi, c'est en gros, vous savez déjà ce que vous voulez. Je suis là pour vous montrer que je suis une des meilleures solutions et que vous devriez me choisir moi plutôt qu'un concurrent. C'est la phase finale du processus d'achat. Là, on est en train de départager quelque part les acteurs. Et toi, à la place, tu vas quasiment pas parler de l'adoucisseur d'eau au début. T'es là, tu remontes au problème qui nécessite qu'on prenne un adoucisseur d'eau, c'est ça? Exactement, exactement. Pour rester du coup sur le parler des adoucisseurs d'eau, ça va être justement toutes les problématiques qui sont liées à ça. Donc notre avatar, qu'est-ce qu'il vit comme problème? Comment il en parle? Eh bien, son problème, c'est le fait d'avoir par exemple une douche qui est noire et qu'il y a du calcaire tout le temps. C'est d'avoir tout le temps l'électroménager qui tombe en rade et qu'il faut le faire réparer puisque l'eau est trop forte en calcaire. C'est le mauvais goût aussi si l'on boit l'eau du robinet. Et du coup, le coût engendré à faire réparer d'un côté, mais aussi à acheter des bouteilles d'eau. Et le fait de travailler sur tout ça, ça nous permet de faire ressortir donc des problématiques qu'on va isoler pour que la personne, en fait, tout simplement, une fois que l'internaute va sur la page, se dise mais c'est exactement à moi qu'il parle. Il s'adresse exactement à moi, je vis ces problèmes. Et j'ai ce problème, je lui propose donc la solution. La solution, c'est ne plus avoir de calcaire. Ce n'est pas avoir un adoucisseur d'eau. C'est grâce à un adoucisseur d'eau, je n'aurai plus de calcaire. Carrément. Et du coup, ce qui fait que toi,
Quand tu commences à travailler avec un client, donc il y a l'avatar, il y a ce truc-là pour comprendre les problèmes. Et c'est quoi après dans ta checklist les étapes qui suivent? Une fois que l'avatar est validé, que la proposition de valeur du coup est arrêtée, donc la réponse à cette problématique est checkée, on va dire. Le but c'est de travailler avec la personne en place, donc le webmaster, qu'il soit en interne ou que ce soit un prestataire externe, peu importe qui il est, de travailler avec lui pour avoir une page de capture efficace et sur laquelle on va travailler, on va dire, en collaboration pour la rendre la plus forte possible et la plus susceptible de générer des conversions. La conversion, après, c'est un rendez-vous, c'est une vente, peu importe ce qu'on lui attribue comme nom, mais le but, c'est juste d'être le plus efficace possible. Et pour toi, on n'envoie pas un trafic de publicité vers une page classique du site qui n'est pas autant taillée pour un événement ou une conversion donnée, c'est ça? Ça peut. Ça Ouais. peut. Rien n'est impossible, encore une fois, mais je le recommande pas. Je recommanderais d'avoir, si on fait un travail préalable, justement, précis comme le travail de l'avatar, et que du coup, on veut faire des publicités qui sont raccord avec lui et ses problèmes, autant avoir une page qui est raccord avec lui et ses problèmes, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une page, une home page générique qui va parler donc de ces fameux adoucisseurs d'eau si on reste dessus, et derrière une page qui va être axée que sur l'avatar de telle région, par exemple, parce qu'on veut faire une pub dédiée à ces personnes-là. Et donc, on ne va s'adresser qu'à ces personnes-là dans toute cette page-là. Et c'est en collaboration avec le webmaster qu'on la met en place. Du coup, cette landing page, tu me dis, hein, mais elle est forcément taillée pour le mobile dès le début. C'est une approche pour nous webmasters qui avons, même si on dit il faut faire du mobile first et tout ça, on est habitué, on travaille plutôt sur la version d'abord ordinateur, là on a le plus de créativité, le plus de place et tout ça. Là, il faut plutôt se dire non, non, mais mobile first, il y a beaucoup, beaucoup de trafic qui va arriver en scrollant depuis son téléphone, c'est ça? Plus de 85% du trafic vient du mobile. C'est indéniable, c'est même peut-être un petit peu plus sur certaines thématiques. Les gens, de toute façon, viennent de Facebook et d'Instagram. Et éventuellement, bien sûr, ils sont sur tablette, mais en grande majorité, ils sont sur leur téléphone. Donc, il faut bien sûr penser utilisateur avant de penser beauté générale ou autre. Il faut vraiment penser à l'efficacité. Et l'efficacité, c'est avoir la primeur sur là où il y a le plus de monde. Donc, le mobile. Du coup, je vois bien la landing sur mobile et c'est toi qui vas quelque part guider quels sont les mots, quel est le contenu qu'on va mettre à l'intérieur, l'ordre dans lequel tu vas développer tout ça. Les gens, ils arrivent comment? Ils ont cliqué sur quoi en amont pour arriver sur cette landing page? Ils vont cliquer tout simplement sur une pub. Donc, ils vont se promener de manière récréative ou autre pour s'informer sur leur réseau. Donc, ils vont scroller sur leur téléphone, donc en grande majorité. Et ils vont être stoppés par une pub qu'ils vont voir. Donc, est-ce que on attire leur attention ou pas? Tout là l'objectif sur les 2, 3, 4 premières secondes de justement, on appelle ça faire le scroll stopper, c'est-à-dire de les faire arrêter de scroller pour qu'ils puissent lire ou écouter ce qu'on a à dire. Et donc là, qu'est-ce que c'est? C'est une image, c'est une vidéo, c'est un témoignage vidéo, c'est un facecam, une vidéo facecam d'un des fondateurs, peu importe. Le seul sujet, c'est que ce qu'on dit doit être raccord et pertinent avec justement les personnes à qui on veut vendre en finalité et qu'on retrouve bien évidemment ces mêmes arguments, éléments sur la page. Du coup, comment tu arrives à faire ce travail créatif, toi, avec tes clients? Parce que tu dis qu'il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir des images. Ça veut dire que c'est aux clients de les fournir. Comment ça se passe, cette partie-là? Alors, de mon côté, mon but, c'est de lui faciliter au maximum la tâche. C'est-à-dire que s'il a pas que ça à faire, c'est le terme, hein, de toute façon, s'il n'a pas de temps, d'équipe ou autre, j'ai des monteurs sur qui compter, graphistes, intégrateurs, bien évidemment, quand il n'a pas en interne un webmaster. Par contre, je ne pourrais pas, même l'IA proposant même des contenus, je suis pas encore un gros adepte de changer un visage et de l'utiliser. J'aime que ce soit un humain qui soit mis en avant, et ça malheureusement il ne peut pas y déroger. Donc s'il ne le souhaite pas, eh bien on fait autre chose, ou on fait parler un autre membre de son équipe, ou alors on appuie davantage sur des témoignages de ses clients qui vont m'envoyer des contenus. Mais malheureusement, il est obligé à un moment de faire une action, c'est-à-dire de passer derrière la caméra. Et du coup, enfin, il y a tout un truc où des fois on se dit, ah, si je fais une pub, il faut qu'elle soit belle. Genre comme une pub à la télé. Et toi, tu nous dis, il y a aussi la tendance inverse qui est là. On appelle ça les ugly ads, donc les pubs moches. Le terme, je le trouve un peu fort, mais c'est tout simplement pour être en opposition avec les pubs
très 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 bien léché, on va dire. C'est-à-dire, on loue un studio, on fait vraiment le micro est au top, la caméra est en full HD, on a un prompteur, c'est très carré. Oui, et ça peut fonctionner, bien évidemment. Mais parfois, on le voit, une publicité qui ne ressemble pas à une publicité, qui va être du coup très native au sein du média, va moins choquer les personnes et les gens auront plus tendance à s'arrêter puisque c'est pas une pub. Donc qui sait en fait qui de parmi mes contacts me propose ce contenu. Et donc les personnes vont davantage regarder et potentiellement il peut y avoir de meilleurs résultats. C'est pas une science exacte, hein. On peut avoir de meilleurs résultats d'autre part, mais ça arrive qu'on ait très souvent de très bons résultats sans du coup trop passer de temps, d'énergie et donc d'argent à créer des premières publicités. Du coup, là, demain, il y a un client qui te dit, allez, c'est parti, on va démarrer une collaboration, travail de l'avatar, des problèmes, je compris la landing, il va falloir des visuels, des vidéos. Euh, il faut en mettre un certain nombre au début pour démarrer. Il y a une notion de testing, comment ça fonctionne? Il en faut un minimum. Tout dépend bien sûr de l'argent qu'on y investit. C'est-à-dire que si on y investit des centaines d'euros, fatalement, il faut quand même de manière conséquente qu'on ait du contenu à proposer en face. Si on a, comme certains clients que je peux avoir, parce que ils ne peuvent pas aller au-delà, leur capacité commerciale ne va pas au-delà, je dépense 20 euros par jour. Et je dépenserai toujours, s'ils ne recrutent pas, 20 euros par jour. Et il faut que je leur apporte 3, 4, 5 publicités pour commencer, le plus varié possible. C'est-à-dire si je peux avoir de l'image, de la vidéo, et le top serait même d'avoir de la vidéo d'un membre de l'équipe et un témoignage vidéo. Comme ça, on a quelqu'un qui en parle, quelqu'un qui présente au sein de la société et quelqu'un qui parle de ça à l'extérieur. C'est toujours bien d'avoir plusieurs têtes. Si je peux avoir ça, c'est, je pense, un bon lancement. Le plus j'en ai, le mieux c'est, comme toujours. Maintenant, je fais avec les moyens du bord et je sais que souvent, en interne, on est pris par le temps, surtout quand c'est des petites structures à taille humaine. Et du coup, une fois qu'on lance ça, il y a les algorithmes qui vont faire un petit peu leur magie. Il est question d'un pixel Facebook. Comment ça fonctionne ce truc sur le site? Le pixel, tout simplement, ça va être le pont entre Meta, donc Facebook, Instagram, et mon site web. Mon site web va générer de l'information parce que j'ai des visiteurs qui vont venir dessus. Ils vont venir de n'importe quel endroit, Google, Instagram, ils verront un lien, ils taperont dans la barre de recherche ou une pub. Ils vont sur mon site. Tout ce qui se passe et leur comportement, que par exemple Google Analytics peut remonter, eh bien en posant ce pixel, j'octroie le droit à Meta de faire de même et remonter toute cette data. Alors, on octroie le droit à Meta avec consentement de nos visiteurs, bien évidemment. Bien Mangez évidemment. 5 fruits et légumes par jour et mettez un bandeau de consentement, bien évidemment. Mais du coup, c'est ça la clé, quelque part, pour que Meta comprenne pas seulement qui clique sur quelle publicité, mais laquelle derrière est efficace, c'est ça? Exactement. Le but, c'est tout simplement de nourrir l'algorithme. C'est-à-dire que ce pixel va engranger, engranger et engranger toujours plus de data. Et il va façonner un- une cible, une poche d'audience qui derrière sera ces personnes-là en fait qui seront les plus susceptibles de passer à l'action. Dans un premier temps de laisser leurs coordonnées, mais derrière, si vraiment mon tracking se fait de la meilleure des manières et que j'arrive même à remonter ça, de remonter qui sont les plus susceptibles d'acheter à la fin. Ce qui veut dire, et c'est là une grande différence peut-être avec Google Analytics ou Matomo qu'on utilise nous aussi, c'est que c'est pas juste on pose notre code et c'est bon, les données arrivent, c'est que à Meta, on doit dire cette page-là, ça correspond à une conversion, celle-là aussi, et donc interprète ces signaux-là pour comprendre qui sont les meilleurs acheteurs, en tout cas les personnes les personnes idéales, et trouve-moi des personnes qui ressemblent à ces personnes idéales à la suite, c'est ça? C'est ça. Le pixel est posé partout. Une personne qui se rendrait sur les mentions légales donc jouerait le pixel. Maintenant, ce sont les événements de conversion qui, eux, sont placés de manière sélective. Une page de capture, on mettra l'événement vue de contenu ou view content, puisque ce sont les anglicismes qu'on utilise encore sur Meta. Sur la page merci post opt-in, donc dès qu'on a laissé nos coordonnées, c'est le lead qui se joue. C'est un événement prospect qui va remonter. Si sur cette page-là, on leur dit on vous recontacte prochainement, mais si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà réserver un créneau précis avec un de nos commerciaux. Voici un lien, Calendly, HubSpot, peu importe. La personne va prendre rendez-vous. Ça l'enverra sur une deuxième page de confirmation pour lui dire merci euh, pour ce rendez-vous. Cliquez ici pour l'ajouter dans votre agenda, peu importe. Et là, on a un deuxième événement de conversion qui se joue.
Le plus on en a et le plus on est précis, le plus derrière on peut piloter notre campagne à la performance et pas juste envoyer du prospect pour envoyer du prospect. Parce qu'avoir du prospect pas cher, on peut. Maintenant, ce qu'on veut, c'est du prospect idéal. Et du coup, on retombe sur ce fait qu'il faut avoir un objectif derrière. Donc toi, si tu lances une campagne qui ressemble à celle qu'on décrit, c'est Oui. finalement aussi pour le client une approche héroïste en lui disant, et si vous mettez tant de budget par jour, par mois, le but du jeu, c'est qu'à la fin du mois, on voit exactement quel chiffre d'affaires a été généré. Exactement, exactement. C'est la différence avec de la sponsorisation qui, elle, va un petit peu envoyer comme ça sans réel retour paramétrable, calculable. Je ne sais même pas Mm. comment on peut derrière remonter de l'info de ce système-là. Là, quand on fait des campagnes donc à la performance, c'est que ça nous permet d'ailleurs de dire on a investi tant, on a fait venir tant de personnes sur la page, ce qui veut dire que la page derrière a un taux de conversion de X%. Donc on peut travailler sur ce pan-là pour l'optimiser. Ou alors, on est très bien, donc essayons d'envoyer peut-être de meilleures publicités en amont, peut-être qu'on n'envoie pas le bon signal, ou peut-être pas aux bonnes personnes. Et derrière, on va dire, sur 100 personnes qui ont laissé leurs coordonnées, on n'en a que 5 qui ont pris rendez-vous. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut travailler davantage. Peut-être que ici, on peut essayer d'appuyer un petit peu plus. On a généré X ventes, ce qui veut dire qu'on a un retour sur investissement de 4. Ok, on peut peut-être essayer d'aller chercher plus loin en augmentant le budget, ou peut-être on se rend compte, quelque chose aussi d'intéressant dans un second temps, d'être en contact avec les commerciaux. Qu'on soit d'un côté avec le webmaster, c'est une très bonne chose pour le gage technique, mais derrière pour l'efficacité, être avec aussi les commerciaux, eux vont nous remonter, une personne sur deux me dit ça. Ah mais ça on n'en a jamais parlé dans les pubs. Proposons du coup une publicité qui parle directement de ça. Et peut-être qu'au lieu que ce soit une sur deux, ça sera une sur une, et un pourcentage beaucoup plus élevé de personnes qui passeront à l'action derrière. Ok. Et du coup, ça veut dire que quelque part, au début, tu lances pas mal de pubs, tu les testes, tu vois lesquelles fonctionnent et lesquelles fonctionnent pas. Là, tu dis, ben, en fonction de ce qu'on comprend des commerciaux, on peut peut-être proposer d'autres pubs. Ça veut dire qu'il y a aussi un travail créatif assez long, infini presque. Infini dans la mesure du possible. Le possible, c'est tout simplement ce que le planning des personnes que j'ai en face me permettent d'avoir. Et le budget. Comme je t'ai dit, j'ai un client là qu'on a pris comme exemple, un autre qui dépense 20 euros par jour. Lui, on ne pourra pas se permettre d'avoir plus d'une. Je pense que je dois tourner à 15 publicités sur ces 6 derniers mois parce que j'en ai pas, il n'y en a pas l'utilité supplémentaire. On le ressent pas et même de son côté, en termes de planning, il ne peut pas. Aucun problème. Un autre client qui dépense plutôt dans les 200-300 euros par jour, je vais être obligé de faire preuve de beaucoup plus d'appui à ses côtés. Donc je vais proposer plus de contenu, lui proposer plus de scripts pour qu'il puisse lui aussi passer plus de temps à me proposer des contenus publicitaires pour en ajouter tous les mois idéalement, voire même parfois toutes les semaines, pour justement, même idéalement, pour abonder ma campagne et faire en sorte qu'elle ne fatigue pas et qu'elle ne s'essouffle pas. Puisque quand je cible les gens, par la force des choses, il y a de la répétition qui se fait. Les gens voient souvent la même pub. Et on va pas se le cacher, quand on voit toujours la même pub et on n'est pas passé à l'action, bon, il y a un moment, il faut varier. Et du coup, c'est vrai que dans le live, à ce moment-là, on s'est dit, bon, ok. Donc ça veut dire que finalement, ce métier de média buyer, c'est pas un métier si technique que ça. C'est surtout un métier très créatif, très marketing. Et c'est là où on a commencé à se dire, mais finalement, des webmasters qui vont être câblés sur la technique, les fonctionnalités, la résolution de problèmes, ou également le référencement naturel ou des choses comme ça, ben finalement, peut-être qu'ils n'ont pas le fonctionnement, enfin les habitudes cognitives nécessaires pour faire ce travail créatif. Donc on en est arrivé à la conclusion, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais finalement, travailler conjointement entre un webmaster et un media buyer, c'est probablement la meilleure des choses qui soit possible et souhaitable. Et donc si un webmaster a un client qui lui dit «Hey, j'aimerais faire des meta ads», il vaut peut-être mieux trouver un partenaire plutôt que de se casser les dents à peut-être ne pas avoir les bonnes idées, ne pas savoir faire ce travail sur l'avatar, le problème et tout ça. Je pense que ce sont deux métiers différents. Une personne peut sans problème, enfin sans problème, peut parvenir à proposer les deux, je pense. Mais pour autant, je pense que les deux logiques sont quand même différentes. Pour te donner un exemple, je ne fais pas moi-même l'intégration web. J'ai un partenaire avec qui je travaille pour certains de mes clients et je sais très bien, déjà j'y passerai 5 fois plus de temps, donc je perdrai du temps, mais en plus je sais qu'il fonctionne pas du tout comme moi et qu'il est 50 fois plus logique que moi sur ce pan-là. Donc oui, indéniablement, je te dirais qu'un partenariat est beaucoup plus viable qu'une personne qui soit le couteau suisse et que cette personne ait à tout à faire, comme les montages, comme le graphisme.
Et du coup, si on doit bien séparer, ça veut dire que toi derrière, tu fais quelle partie et t'attends quoi surtout du webmaster? Il doit te préparer quoi pour que toi tu puisses te dire c'est bon, on peut lancer les campagnes. Si de mon côté, le travail préalable, c'est l'avatar, travailler sur les textes avec le client, éventuellement même avec les commerciaux, voire même un petit peu avec le webmaster, peut-être sur de la structure, et que derrière, je m'occupe de toute la partie publicitaire. Moi, j'attends de ce webmaster de me proposer le site le plus efficace possible. Efficace dans le sens, il charge bien, le tracking qu'on pose, et on peut le faire ensemble, remonte bien, il a bien tout testé. C'est-à-dire que c'est pas juste des pages mises à dispo, c'est vraiment tout est testé, tous les boutons sont bien fonctionnels. La reco que je lui fais, donc le brief d'intégration, est respecté. Et si certaines choses ne le sont pas, il me propose des alternatives. Parce qu'il peut aussi, et il doit, je pense, se permettre, moi, de me renvoyer aussi dans mes 22 si je fais preuve peut-être trop d'ambition sur certaines choses et qu'ils me disent tranquille, ça sera plus efficace, je le recommande, je l'ai fait sur d'autres sites. J'attends de ça aussi, puisque le but c'est de travailler à deux, hein, c'est pas le subordonné et celui qui donne des ordres. Je pense que c'est tout ça qu'il faut pour avoir un bon partenariat. Cool. Et du coup, tu me disais aussi que quelque part, on peut pas faire l'économie d'un vrai site web pour une entreprise, parce que les gens, même s'ils arrivent sur une landing, et donc une expérience assez cloisonnée de navigation, de consultation, ils vont être amenés par curiosité à aller voir le reste du site. Ce qui veut dire que c'est toujours aussi pertinent d'avoir un vrai site web, un vrai QG en ligne, qui non seulement nous aide sur le référencement, mais en plus qui accueille ultra bien nos campagnes publicitaires. Clairement. Si tout simplement tu vois passer une publicité sur Internet, surtout que on va pas se le cacher, la majeure partie des gens sont quand même un peu inquiets quand ils voient certaines choses. Ils veulent toujours fact-checker, vérifier que ce n'est pas, bon, au pire, une arnaque, mais au mieux juste les notes. Si on veut acheter tel ou tel produit, on veut regarder des avis, on veut essayer d'avoir confiance. Si on va sur un site, qu'on le voit propre, fonctionnel, qu'on voit des avis, qu'on a de la preuve sociale un petit peu partout, qu'on voit que tout est bien carré, je pense que, on va pas se le cacher, on a beaucoup plus confiance. Au même titre que si on fait de la publicité sur Facebook et Insta, et qu'on va cliquer sur la page ou le compte Insta et qu'on se rend compte qu'il y a zéro photo, ou que la dernière publication date de 2022, on peut peut-être se dire, c'est un peu étrange. Et c'est peut-être un peu bizarre ce qui se passe ici. Ouais, c'est vrai. Du coup, le QG en ligne, toujours aussi important. Tu vois quoi qui, dans les mois, dans les années à venir, ce serait quoi pour toi ce qui va se passer en 2026 qui fait que du coup, les campagnes vont bien fonctionner, que les sites vont être encore plus efficaces avec ta boule de cristal, qu'est-ce que tu vois venir? Je te dirais qu'en 2026, les créatifs vont vraiment être l'axe majeur, comme cette fin d'année, mais d'autant plus en 2026, de la publicité. C'est-à-dire que oui, Facebook le met en avant et le paramétrage est de moins en moins nécessaire comme on a pu l'avoir avant, comme on pouvait le faire à gérer des enchères même manuellement, quotidiennement. Ça sera quasiment plus le cas de peut-être toucher à des ciblages et d'essayer d'être le plus large, donc broad possible. Maintenant, je te dirais qu'il faut quand même essayer de modérer ce qui nous est recommandé, puisqu'on a toujours des contre-exemples, et d'essayer de se faire soi-même son propre opinion. Donc, plus que la boule de cristal, ça serait plus une recommandation que j'amènerais pour ça, et ça serait de dire, testons ce qui nous est recommandé au départ par Meta, parce que c'est quand même judicieux. Maintenant, ouvrons quand même la porte à un peu de fantaisie, un peu de créativité, et je pense que ça passera par les ads. C'est vrai qu'il y a un point qu'on n'a pas forcément partagé dans ce débrief, c'est que Meta est de plus en plus intelligent, entre guillemets. Il va beaucoup plus lire ce qui se passe sur la landing, beaucoup plus écouter ce qui se dit, les mots qui sont utilisés dans les vidéos. Donc pour toi, c'est vraiment ça le plus gros du travail. C'est maintenant, on travaille bien ce champ lexical, on travaille bien les problèmes, on travaille bien l'avatar. Et si jamais un webmaster venait à faire une publicité qui flop, c'est peut-être parce que ses fondamentaux sont pas là. Potentiellement, après, attention, hein, Hmm. une publicité qui fonctionne du premier coup, c'est quand même quelque chose de rare. C'est-à-dire que ça, il faut l'avoir en tête. À un moment, on comptait que, en moyenne, tu avais entre 1 et 4%, je crois, des publicités qui fonctionnaient réellement. C'est-à-dire que si tu en fais 100, tu fais le calcul, tu en as entre 1 et 4 qui vont réellement être des créas, on appelle ça winners, c'est-à-dire des vraies publicités efficaces. Tu vois, tu as des clients qui ont la capacité de faire ou faire que 10 à 15 pubs en 6 mois, faut un peu, c'est pas croiser les doigts, parce que le travail préalable de l'avatar te permet justement de maximiser tes chances. Maintenant, tu n'es pas derrière le téléphone de l'internaute qui lui va prendre la décision. Faut l'avoir en tête, ça.
Ouais. Et quand tu nous dis ça, moi, ça me redit encore, ok, on n'est pas câblés de la même façon, c'est pas les mêmes métiers, et du coup, les webmasters, d'un côté, ce travail intentionniste, on sait le faire et on peut devenir meilleur, SEO, GEO, mais du coup, côté créatif, côté media buying, ouais, c'est quand même un autre monde. Moi, vraiment, ma reco, ce avec quoi je repars de cette interview et de ce live, c'est vraiment, il y a moyen et il vaut mieux travailler ensemble parce que c'est comme ça qu'on apportera le plus de résultats pour nos clients. Bon, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai jamais aussi, on va dire, bien travaillé qu'avec justement des partenaires de confiance, plutôt que quand j'essayais de moi-même bricoler pour gagner du temps. En fait, on ne gagne pas du temps, on en perd. Laissons les tâches à ceux qui savent le mieux le faire. Super, bah écoute, ce sera le mot de la fin. Merci d'être passé, Baptiste. Et du coup, si jamais vous avez besoin d'un média buyer, n'hésitez pas à regarder, on mettra en description toutes les infos. Et du coup, à la prochaine.